Thank you very much to Christian. Amazing work. Now let's welcome photographer, philanthropist, Mr. Reza Duati. Good afternoon, bon après-midi, très heureuse d'être ici. Parler de quelque chose qui est très important pour moi, qui fait partie de l'ensemble de ce que je fais depuis une quarantaine d'années, qui est la photographie. Et en dehors de travail photographique, de voir comment la photographie pour l'humanité, ce que je suis en train de mener, deux projets en même temps et parallèles, parce que je crois que l'image aujourd'hui commence à rentrer dans un monde qui ouvre une nouvelle mode de résistance et que l'image est en train de jouer un rôle important. Dans l'ensemble de mon travail, j'ai toujours essayé d'être réaliste en réalité. C'est un peu comme cette photo, c'est un symbole de mon travail. Essayer de montrer la réalité, juste faire un petit cadre, mais une réflexion, emmener une réflexion sur ce qu'on voit. Mais en même temps, très simple, le regard des enfants, le regard des gens, même si j'ai passé peut-être 25 ans ou plus dans les zones de guerre et de conflits, dans les camps de réfugiés, dans les révolutions, passer les jours et les nuits dans les tranchées, mais mon travail c'était plutôt montrer ce que les survivants d'une guerre ils vivent, et pas montrer l'horreur de la guerre à travers les yeux de survivants, comme cette petite fille du sud de l'Afghanistan qui est née sous le bombardement et qui a vécu sous le bombardement. En même temps, les enfants, de plus en plus, ils sont devenus dans tous les scènes de guerre et conflits, pour moi, les vraies victimes de ce qui se passe, de ce que nous faisons, nous, parce que nous sommes responsables de ce qui se passe quelque part dans le monde, et que les enfants et les femmes, de vraies victimes de tous les conflits et toutes les guerres. J'essaie d'être très simple dans mon travail photographique et très symbolique. Par exemple, cette image, au début de l'occupation de l'Afghanistan par les Russes, et c'était juste montrer avec une image très simple l'arrivée d'une nouvelle forme de résistance qui était à l'époque les combattants de l'ombre, on les appelait, c'était des gens comme des guerrieros, comment dirais-je, de l'ombre. Ou la culture. Une grande partie de mon travail, comme je dis, ça passe en Asie, en Afrique, en Moyen-Orient, en Amérique du Sud, un peu en Europe, mais évidemment, pour un photographe, la chose la plus importante, c'est la beauté. Et cette beauté, c'est dans la culture des autres, montrer aussi la culture. Mon travail m'a emmené à travailler pour National Geographic depuis 1991, donc voilà la couverture de projets sur lesquels j'ai travaillé. Et vous voyez très bien que c'est National Geographic, mais ce n'est pas de wildlife que je fais. Je m'occupe d'une autre wildlife qui est des êtres humains et des culturels. Et ça, ce sont les différents projets que j'ai travaillé. En même temps, ça n'est pas seulement National Geographic, mais aussi j'ai publié dans plus de 2000 articles dans les grands médias du monde, dont une partie ici, qui montre un peu la variété de travail et en même temps comment, depuis ces années, j'ai pu vraiment avoir, sur ces 30-35 ans de travail, passer du temps avec beaucoup de ce qu'on appelle les decision makers et aussi les hommes et les femmes de la rue aussi. Les magazines, c'est bien, mais j'utilise beaucoup les livres aussi. Ici, couverture des livres que jusqu'à maintenant, j'ai produit avec l'ensemble de mon travail. Je continue. En novembre, je sors 2 livres nouveaux, fin novembre. Mais
Donc les magazines, les livres et aussi la télévision, évidemment, parce que pour moi, toutes les formes de répandre l'image, cet nouvel langage universel, c'est important. Nous avons rentré dans la même époque qu'on est rentré un moment dans le monde de Papyrus. Vous vous souvenez de ce moment où il y a des grands changements, où l'invention de machines imprimerie par Gutenberg. Nous sommes dans ce moment de transition où l'image devient un langage universel et que, de la même façon que aujourd'hui je parle, j'imagine que beaucoup de francophones ici, mais avec mes images, j'expose au Japon, en Chine, en Afrique, à Ouagadougou et à Paris, à New York, à Londres. Ça se passe la même chose. C'est une autre. Donc la télévision, c'est aussi important. Bon, ça, c'est juste pour rentrer dans le jeu. Passage d'une rivière au nord d'Afghanistan sur ces barques. Je suis après qu'il y a 2000 ans, l'armée d'Alexandre le Grand avait passé sur la même rivière, sur le même bateau, parce que Hérodote, il décrit exactement les mêmes bateaux, la façon dont c'était fait. Mais ce n'est pas seulement un passage, je dirais, de raft, comme beaucoup de gens y vont aller dans les montagnes, dans les rivières pour les vacances. Là, c'est des réfugiés afghans qui fuient le bombardement russe et voilà comment ils traversent ces bombardements avec tout ce qu'ils ont. Et en plus, les hélicoptères russes arrivent au milieu et ils bombardent ces pauvres réfugiés aussi. Les passages dans les montagnes, ça c'est la vallée de Panjshir, des réfugiés, des gens que je rencontre au fur et à mesure, petit à petit, dans mes voyages, dans mes travaux, ils deviennent mes maîtres à penser. Les gens simples, mais que le temps qu'on puisse passer avec eux, les façons dont je travaille, c'est vraiment essayer de passer le maximum de temps avec ces gens. Et tous ces gens, hommes et femmes, filles, garçons, petits ou grands, ils deviennent quelque part mes maîtres à penser. Les réfugiés commencent petit à petit à devenir quelque chose d'important et je me rends compte combien la vie des réfugiés, de plus en plus, c'est difficile dans ce monde parce qu'être réfugié, ça veut dire tout perdre. Être réfugié, ça veut dire qu'au jour au lendemain, vous partez d'ici, vous voulez rentrer chez vous, on vous dit que désolé, vous ne pouvez plus rentrer chez vous et l'ennemi, il vous attend. Et que vous deviez quitter à pied et vous n'avez plus rien sur vous, vous vous retrouvez demain à 4 heures du matin, une fois que vous avez marché dans les montagnes près de Jura, et on vous met une tente, on dit voilà, vous êtes réfugié numéro 222 et asseyez-vous ici. Vous avez beau à dire que je suis le fondateur de Orio, que j'ai été un speaker ici, et on m'a dit écoutez, on s'en fout, vous avez un numéro, vous êtes un réfugié, et demain matin, si vous n'êtes pas là à 8 heures, vous n'auriez pas de petits pain pour vous. Voilà ce que c'est le concept de réfugié. Ce n'est pas juste des petits pauvres gens qu'on voit sous les tentes, c'est des gens comme vous et moi, qu'à un moment dans la vie, ils sont obligés de tout laisser tomber et partir. Donc, je continue mes voyages et d'une façon rencontrer des hommes et des femmes et de comprendre ce qui se passe dans ce monde et comment les gens y vivent. Et évidemment, des absurdités aussi. Dans un pays comme Afghanistan, par exemple, où depuis octobre 2001, les forces qu'on appelle les forces de coalition, ils dépensent 10 milliards de dollars par mois pour faire la guerre depuis octobre 2001. Nous sommes octobre 2014. 13 ans, 13 fois 12 mois et 13 fois 12 mois et 10 milliards de dollars. Vous faites le calcul, vous pouvez imaginer l'ensemble de l'argent pour la guerre qui est dépensé dans ce pays et que ce même argent, voilà les gens comment ils sont encore.
Vous voyez l'absurdité aussi qu'on voit sur terrain. Nous, les journalistes, les photographes, les humanitaires, quand on est sur terrain, on a juste le moyen de réfléchir, de dire mais le problème, ce n'est pas juste créer des ONG pour aller aider les gens. Le problème, c'est ailleurs. Il faut voir il faut voir des big pictures. D'où vient le problème? Comment on peut accepter que nous dépensons 10 milliards de dollars par mois pour la guerre, pour jeter les bombes, et que nous n'avons même pas été capables d'asphalter les rues de Kaboul dans 14 ans? Comment? Que la ville de Kaboul aujourd'hui est encerclée par les gens comme lui, qui vivent dans une situation lamentable, lamentable. Et que nous dépensons pour les Nations Unies, aussi bien que pour la guerre, des milliards et des milliards et des milliards, et qu'on croit que nous sommes un peuple civilisé. Il faut poser des vraies questions par rapport à ce qui se passe dans le monde. Regardez le regard de cette petite enfant dont le village vient bombarder. Quel âge vous lui donnez? 3 ans, 5 ans, 60 ans? Regardez dans son regard. Elle a perdu son enfance. Et elle a perdu son innocence avec des millions d'autres enfants qui vivent la même situation. Et que nous sommes quelque part le témoin de ce qui se passe dans le monde, au nom de civilisations, au nom de plein d'autres choses, même au nom de démocratie, mais on continue à tuer les gens et on continue à bombarder et détruire le monde et détruire les espoirs de ces enfants. Je passe là, Afghanistan, certainement, beaucoup de gens, ils aiment le paysage. Ce paysage, il a une histoire incroyable. C'est ici que l'Empire soviétique a tombé. C'est la rentrée d'une vallée de Panjshir en Afghanistan, et que c'est là où il y a eu cette résistance contre les Russes qui a été créée par un homme, un ingénieur, un civil ingénieur, qui s'appelait Ahmad Shah Massoud, que j'ai rencontré, que j'ai passé 17 ans de le suivre, de photographier, de faire des films, et que c'est ici qu'il a pu faire tomber le plus grande armée du monde à l'époque, qui était l'armée de Russie, et que 10 mois après, le mur de Berlin a tombé. Donc les vagues de l'échec des Russes en Afghanistan, c'est ça qui a fait tomber le mur de Berlin. On n'a jamais réfléchi, on n'a jamais pensé sur cet angle par cette histoire. Et voilà le jeune civil ingénieur afghan, Ahmad Shah Massoud, qui a organisé cette résistance contre les Russes, mais qui était tué 2 jours avant le 9/11 par un groupe de gens de Al-Qaïda. Je rencontre, je dis, des gens, des femmes, des hommes comme ça qui deviennent me mettre à penser. Et en voilà un. En voilà un petit garçon dans un village au nord d'Afghanistan, où tous les villages, après 10 ans de guerre, est complètement détruit. Il ne reste plus rien, il ne reste ni canaux d'irrigation, ni des arbres. Et cet enfant, comme beaucoup des autres enfants que même nous, on a fait dans l'école, de faire pousser des petites gerbes, il a fait pousser ça à l'école, il sort, je le vois, je fais la photo, on est entouré d'un paysage désertique, tout est détruit, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. Il tient ça dans le main et je dis, qu'est-ce que tu vas en faire? Il me regarde comme si c'était une question idiote que je lui posais. Il dit, ben moi, je vais en faire un arbre, le plus grand arbre du monde. Et ce rêve de cet enfant, quelque part, ça devient ce que pour moi, dans l'ensemble de projets que je fais, dans tout ce que je lance, c'est toujours le rêver de faire de ce petit projet que nous lançons, d'en faire un arbre, et comme lui il disait, le plus grand arbre du monde. Je continue mes voyages. J'étais dans plus de 115 pays, mais toujours, malgré les différents projets, le sujet, l'éducation et les enfants, ce sont mes sujets principaux de plus en plus. Là, c'est un groupe de nomades en Chine, dans le montagne Altaï, l'école des enfants, où rencontrer un petit enfant soldat, Chang, à Cambodge, que je rencontre un jour sur la route,
et que il a tout perdu. Il a vu surtout, il a vu son père être tué sous une mine et qu'il a pris les armes pour venger son père. Voilà d'où d'un seul coup cet réflexe de dire que, et de plus en plus, de dire que se passe-t-il dans le monde, dans la guerre? Que se passe-t-il? Dans la guerre, il y a deux destructions qui arrivent, pas un. Il y a une destruction qui est visuelle, que nous voyons, que nous photographions, que nous vous montrons. Les maisons détruites, les corps déchiquetés, les hommes, les femmes blessées, ça, c'est, oui, les bombardements, les guerres, c'est ça qui fait. Mais la vraie destruction, c'est les invisible wounds, c'est les blessures invisibles, ce qui va le plus profond de l'âme et qui est ancré dans l'âme et qui fait que ce Chang, il veut venger son père, quoi qu'il arrive. On a beau, j'ai essayé de lui emmener dans une orphelinat, je lui ai acheté des vêtements, je l'ai gardé pendant plusieurs jours, tout magnifique, il a fui un jour parce qu'il avait ça dans sa tête. Et ce n'est pas lui seulement, c'est que ce qui passe dans toutes ces zones de guerre, c'est cette blessure invisible. Et c'est là où je me rends compte qu'en observant, en observateur de toute cette zone de guerre et conflit, que finalement, l'aide humanitaire que nous avons créée par les Nations Unies, par les ONG, par d'autres moyens, ça n'est qu'une reconstruction physique que nous faisons. Nous construisons des écoles, des bâtiments, en croyant qu'on est en train d'aider l'éducation. Messieurs, dames, l'éducation n'est pas dans les pierres et dans les bâtiments qui se fait. L'éducation, ça se fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans une société, dans les maisons, ça se fait différemment, ça se fait par les outils. Nous croyons qu'on va construire un hôpital au fin fond d'un village et on va aider la santé. On ne se rend même pas compte que 3 mois après, l'hôpital devient l'étable pour les animaux des villageois. On ne va pas le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour beaucoup des ONG, quand les ONG ils sont arrivés en Afghanistan, après le Taliban, et en disant on va construire des écoles, je me suis opposé en disant ne construisez pas des écoles. Tout le monde dit mais vous êtes complètement fou, ou vous êtes comme Taliban, vous ne voulez pas. Je dis non, vous savez ce qui va passer? Ils vont détruire vos écoles. Ils vont attaquer les écoles parce que ça va devenir le symbole de l'intervention des étrangers. Trouvons un moyen, emmenez l'éducation dans les maisons maintenant. Ce n'est pas le moment. Et vous savez ce qui s'est passé depuis ces 14 ans avec des milliers d'écoles qui étaient construites par les ONG, par les Nations Unies. Il y a eu plus de 2000 écoles qui étaient détruites et brûlées, qui étaient attaquées. Il y a eu plus de des centaines de profs qui étaient beheaded, dont la nuit, ils ont attaqué les maisons parce que vous emmenez vos filles à l'école. Et je disais, attendez, ce n'est pas le moment. La démocratie, on n'emmène pas par les avions de bombardiers. La démocratie, c'est autre chose. Et que ces enfants, comme lui, on ne peut pas d'un jour à l'autre en disant, mon petit, viens, on va te donner une école, et on a aidé, on va partir. Comment il faut arriver à cette nouvelle forme d'aider ces gens-là? Ma question, dès le début, c'était ça, en disant, les ONG, ils fabriquent, ils construisent des routes, ils construisent des canalisations, ils s'en vont. Mais quelque part, vous savez que les talibans étaient formés et éduqués dans les écoles faites par les Nations Unies. Donc, c'est pas, enfin, je dis Nations Unies, je veux dire les humanitaires en général. Je ne veux pas juste mettre la main sur un groupe ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le moment est arrivé que même on pose la question sur la façon où nous aidons ces pauvres gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que les gens ils disent, on va aider les pauvres, on va les emmener à manger, on va les emmener à boire. Et j'ai dit, attendez, peut-être que c'est le moment où on réfléchit, on se retire de ça et on pose de vraies questions. De quoi ils ont besoin?
voyez ce qui se passe aujourd'hui? Depuis 14 ans de ces avions, les 10 milliards de dollars de guerre qui est dépensé, voilà ce que ça donne dans les ateliers cachés entre les frontières afghanes et pakistanaises. Voilà le résultat de cette forme de dire que voilà, nous emmenons la démocratie avec les avions bombardiers, les réseaux. Voilà ce qui se passe dans les écoles. Ouais. Mais ce n'est pas seulement là-bas. Les gouvernements, de plus en plus, ils essayent d'endoctriner les enfants. Regardez ce qui se passe en Chine. Les enfants à bas âge, ils deviennent ça. Et le grand danger aujourd'hui, et je le dis, je le crois, je le vois, c'est cette endoctrinisation des enfants pour devenir de chair à canon, pour devenir des tueurs. Vous savez d'où viennent beaucoup de ces jeux vidéo que nos enfants, ils achètent, que nous laissons nos enfants jouer? Beaucoup de ces jeux vidéo est construit et fomenté par les groupes militaires pour que les enfants, ils apprennent à tuer en appuyant sur le bouton. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui qu'on joue dans la guerre, c'est en appuyant sur les boutons qu'on les tue. Donc ça, ce sont d'autres réflexions. Je continue mes voyages. J'arrive à Rwanda, Burundi, c'est le massacre, c'est le génocide. 800 000 morts, des gens, des hommes, des femmes, complètement. Et cet vieil homme comme ça, qui a vu tout le village détruit, et il a perdu, il ne parle plus, il me regarde. Il ne parle plus, c'est speechless, comme on dit. Imaginez ce qu'il a pu voir. On le voit dans ses yeux, ce qu'il a vu. Mais malgré ça, de nouveau, et c'est là où cette résilience, c'est important, et c'est là qui donne un espoir incroyable à la vie, à la beauté de la vie, c'est que là, ce sont les rescapés de ces 800 000 génocides. Ils arrivent dans le camp de réfugiés, le lendemain, ils commencent à construire leur tente, leur maison. Et c'est ça aussi, cette force incroyable qui existe dans l'humanité pour aller devant. Et c'est sur ça que je me base aussi, de dire que c'est cette force positive qui, certainement, il va nous emmener vers un meilleur monde. Évidemment, dans l'ensemble de mon travail, j'ai toujours posé une question en disant comment la photographie, l'image aujourd'hui, peut jouer un rôle important dans les différents problèmes. Dans un camp de réfugiés en ex-Zaïre, les gens des Nations Unies, les UNICEF et Croix-Rouge, ils disent que nous avons un vrai problème. Il y a 12 000 enfants qui étaient séparés de leurs parents et ils sont dans les différents camps de réfugiés après cette génocide. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Comment? Et voilà, je forme. Ça, c'était un projet qui était déjà fait par les UNICEF et Croix-Rouge internationale. Donc, je forme des réfugiés pour qu'ils forment et photographient ces 12 000 enfants. Donc, 12 000 enfants sont photographiés. On expose dans les 5 camps de réfugiés, on appelle les familles, les gens de venir et voir si vous trouvez quelqu'un. Donc, pour dire pourquoi je crois que l'image est importante aujourd'hui, parce que ça répond à beaucoup de problèmes. Là, un exemple. Au bout de 4 mois d'exposition dans le camp de réfugiés, sur ces 12 000 portraits, 3 500 enfants, ils sont réunifiés avec leur famille. Et ça, c'est un petit projet photographique, un petit, je dis, mais voyez comment, des fois, poser la question en disant comment la photographie peut aider un problème. Ça, c'est la réunification. Évidemment, dans mon quête de comprendre notre monde, la famine, c'était quelque chose d'important. Je devais me heurter à ce problème, de voir qu'est-ce que ça veut dire la famine. J'avais vu les photos de mes collègues, des photographes, mais quelque part, je ne les sentais pas. Je croyais que ces hommes et ces femmes affamés ne sont pas vraiment montrés dans leur dignité humaine. Donc, le jour où je devais aller pour la première fois à la rencontre de ce phénomène, avant d'y aller, je me suis enfermé pendant 3 jours dans mon appartement à Paris. Pendant 3 jours, je n'ai rien mangé. Je voulais juste sentir, quand je vais me trouver devant ces gens, qu'est-ce que ça veut dire avoir faim. Parce que tant que vous n'avez pas compris la personne qui est en face de vous, ce qui
quel est son sentiment, vous ne pouvez pas vous exprimer, n'est-ce pas? Hier, il y a quelqu'un ici, notre ami brésilien, qui parlait d'empathie. Et moi, je crois que ça, c'est très important. On parlait d'empathie et créativité. Et voilà, je m'enferme pendant 3 jours, je ne mange pas, j'arrive devant lui. Je ne sais toujours pas si c'est une femme ou un homme, c'est un garçon ou une fille. Mais la façon dont elle est là, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est la dignité de l'être humain. Ça, c'est comme si le statut de Rodin, le penseur, qui est en train de nous poser des questions. Et j'essaye de comprendre ces questions. Et ces questions, ça peut être le suivant en disant, j'ai entendu que vous venez de juste arriver sur le Mars. Bravo. J'ai entendu que vous avez les drones qui vont partir loin et qui peuvent emmener des bombes, les drones de la mort. Et vous pouvez pas avoir des drones de la vie et m'emmener quelque chose à manger. Voilà les questions qu'elle est en train de nous poser en disant, mais réveillez-vous. Comment aujourd'hui, en 2014, que nous pouvons déplacer 10 000 soldats avec toutes ces munitions, avec tous ces chars, avec toutes ces nécessités pour les 10 000 soldats, dans une journée, de point A à point B, nous pourrons le faire. On le fait. Ils nous ont montré qu'on est capable de le faire. Et on n'est pas capable de délivrer quelque nourriture à ces hommes et ces femmes qui font partie de nous. Dans quel monde nous vivons? Pourquoi nous acceptons ça? Pourquoi nous laissons que les êtres humains qui font partie de nous, ils deviennent comme ça? Il faut poser les vraies questions maintenant, messieurs, dames. Il faut poser les vraies questions à ceux qui envoient ces grandes fusils dans Mars avec beaucoup de comment dirais-je, habileté. Il faut poser des questions en disant, et les êtres humains, et ces hommes et femmes, comment ils font? Donc, je passe de cette famine, je me concentre beaucoup sur les mines antipersonnelles, parce que c'est une autre plaie du monde. Et vous savez quoi? Vous savez que une seule mine, quand une grande partie, c'est l'Occident qui en profite, parce qu'ils le vendent à... Chaque mine qui est vendue, c'est construit dans une de ces pays, Europe, Amérique. Et après, les démineurs aussi, ils sont de ces pays. Et donc, pour vendre une mine, c'est $1, pour déminer, c'est $100. Donc, à la fin, il y a $101 sur chaque mine qui est retournée dans le pays, en Occident. Vous vous rendez compte? Posons de vraies questions. Mais qui perd de ses jambes? Les Cambodgiens, les Afghans, les Angolais? Posons les vraies questions. Cet argent qui est engendré par le vente des armes et par l'utilisation de ces armes, où est-ce qu'il est construit et où est-ce qu'il retourne et qui sont les gens qui payent avec leur vie? Et après nous, on dit, ah, nous avons créé des ONG humanitaires, ils vont aider ces gens-là. Oui, bien sûr. Mais attendez, posons les vraies questions. C'est nous qui aidons aussi à construire des armes et tuer ces gens-là et détruire leurs maisons. Posons des vraies questions. Donc, je passe du temps à voir qu'est-ce qui fait les mines antipersonnelles avec ces familles, avec ces hommes et ces femmes. D'ailleurs, un jour, on me dit qu'au Cambodge, vous voyez, il y a un endroit où il y a toujours des mines sur les rails de train. Et que le gouvernement, il en avait tellement marre que les locomotives y sautaient sur les rails, qui ont mis une très grande plateforme très métallique, poussée par la locomotive. Comme ça, s'il y a des mines, c'est cette plateforme qui va sauter. J'avais déjà vu ce genre d'utilisation contre les mines. Mais après, la personne me dit, mais vous savez quoi, M. Reza?
c'est que la plateforme est gratuite. Et les pauvres gens qui n'ont pas de quoi acheter des billets de train, ils voyagent dessus. Je ne crois pas. J'ai dit, je vais le voir. Et je fais le voyage dans la journée, aller-retour, pour ces pauvres paysans qui doivent aller dans un marché pour vendre leurs quelques petits oignons. J'arrive à Sarajevo. Sarajevo, voilà, au cœur de l'Europe, encore de nouveau une autre planète, un autre endroit, complètement détruit, complètement juste au cœur de l'Europe. Des années, ça passe. Toute une ville encerclée. Et d'ailleurs, ça c'est le seul hôtel, c'était mon hôtel à Sarajevo. Autour de. D'ailleurs, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni rien du tout pendant longtemps. L'ironie de l'histoire, c'est que j'arrive ici, on me loge à l'hôtel Président Wilson, au bord du lac. À 6 heures du matin, je me lève pour prendre une douche, il n'y a pas l'eau chaude. Je crois que c'est une blague. J'appelle la réception, j'ai dit, écoutez, il y a un problème, je crois qu'il n'y a pas l'eau chaude. Vous voyez, hôtel Président Wilson, comment c'est? Il dit, non, monsieur, il y a un vrai problème, on ne sait pas quoi, il n'y a plus d'eau chaude dans l'hôtel depuis la nuit. Et il n'y a toujours pas eu d'eau chaude. Donc j'ai dit, écoutez, j'ai déjà vécu ça dans d'autres hôtels, et j'ai pensé à cet hôtel de Sarajevo, que je vivais sans l'eau chaude, enfin sans électricité, rien du tout. Mais à un moment, dans toutes ces guerres, un moment très très dur, pour moi, c'est ce moment à Sarajevo. Parce que je dis, les guerres, les vraies victimes, ces enfants. Donc je réfléchis, comment on peut aider ces enfants? Et j'arrive devant cette petite fille à Sarajevo, dans les rues, assiégée, où personne ne sort parce que ça tire partout, parce que vous avez des francs-tireurs. Et je vois cette petite fille adossée contre le mur. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je vends mes poupées. Et on était le 20 décembre, exactement. Je dis, mais pourquoi tu vends tes poupées? C'est dangereux ici. Il dit, mais vous savez, monsieur, ma grand-mère, ça fait 4 jours, elle n'a rien mangé. Et je me suis dit, peut-être que je peux acheter quelques pains pour elle si je vendais ça. Donc, et là, d'un seul coup, je sens la vraie destruction, comme on dit, des guerres qui font. Elle n'était pas morte, elle n'était pas blessée, mais c'est une blessure profonde qu'elle doit certainement garder jusqu'à la fin de sa vie. Comment vous, les filles, vous savez comment les dames, qui étaient, petites filles, tous, vous avez... qu'est-ce que ça veut dire, les poupées d'une enfance? Qu'est-ce qui vous emmène à vendre? Voilà ce qui fait les guerres. Donc, j'arrive, je continue ma quête de comprendre l'humanité. J'arrive dans un village entre Azerbaïdjan et Arménie. Et 3 jours avant que j'arrive, les forces arméniennes, ils ont encerclé un village azerbaïdjanais qui s'appelle Khojali et ils ont massacré hommes et femmes dans une nuit. Des centaines des enfants. Ils l'ont fait comme on lit dans les histoires, comme ils essayent de nous dire que, vous savez, nous sommes les victimes d'un génocide. Ils ont fait la même chose. Et ça se produit, ça se fait la même chose. Donc, je commence à poser aussi des questions sur la nature de l'homme. Mais je reviens sur l'histoire de beauté. Le plus important pour moi, c'est toujours essayer de montrer la beauté qui existe dans l'être humain. Quoi qu'il soit, dans n'importe qui que ce soit. Voilà, les hommes et les femmes que je rencontre, un passeur, un homme en Égypte, sur le delta du Nil, il a un petit bateau. Je dois louer un bateau pour voyager pendant 4 jours. Et voilà un portrait de cette, comment dirais-je, passeur sur le Nil. Ou un portrait de Benazir Bhutto, avec qui j'ai passé plusieurs mois quand elle était venue se battre contre la dictature. Un autre portrait normal d'une femme, d'une fille algérienne à Paris, où l'importance pour moi, ça c'est un derviche pakistanais, ou une fermier de café en Inde,
dans le champ de café qui travaillent. Donc j'essaie de me rapprocher le plus des gens, des êtres humains, de passer du temps, de comprendre ce qui se passe dans ce monde et comment ces hommes et ces femmes ils vivent. Voilà les hommes et des femmes que je passe ma vie et mes journées avec eux le maximum. Une autre femme à Guatemala que j'ai rencontrée récemment. Donc, tout ça, ça m'amène à de voir de plus en plus qu'il y a un vrai pouvoir de l'image. Et ce pouvoir de l'image, ça peut aider pour le changement social. Je fais des livres, des films, je publie dans le magazine, mais les expositions aussi. Je suis architecte de formation et urbaniste. Donc, j'utilise les villes, les endroits de passage qui sont confisqués par les publicitaires et qui nous font et ce que nous ne nous rendons pas compte, c'est cette pollution visuelle et mentale qui est créée dans nos villes et nos cités par les publicitaires, qui nous vendent tout à n'importe quel prix parce qu'ils ont de l'argent et ils occupent notre espace de vie, notre espace de vue. Et c'est vendu à ces gens-là qui utilisent ça et créent des hommes et des femmes et nos enfants qui sont complètement pollués visuellement et mentalement. Je vais dire un peu plus sur ça. Il y a 300 ans, nous avons eu la révolution industrielle. Nous avons créé des usines. Tout le monde applaudissait parce que ces usines, ils produisaient de la richesse. C'était de mass production. Et tout le monde était bouche ouverte devant l'incroyable progrès de ces usines. Mais il y a 300 ans, personne n'a levé la tête pour dire « Mais ces fumées qui sortent des cheminées de ces usines, est-ce que c'est mauvais ou non ?» Personne n'a posé cette question. Il a fallu 300 ans qu'on pose cette question. Il y a 300 ans, personne n'a regardé l'usine, ce qui versait dans les rivières, en disant « Et cette eau un peu bizarre qui sort des usines, qu'on jette dans les rivières, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ?» Il a fallu 300 ans qu'on comprenne cette pollution qui a été créée, pollution physique par ça. Et aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui sait ce que c'est, qu'est-ce que c'est la force de l'image, le pouvoir de l'image, en tant que quelqu'un qui comprend comment la photographie influence nous, nos enfants, le monde entier quand nous marchons dans les rues, et que tout est publicitaire, tout notre espace de vie qui est vendu à ces publicitaires qui savent exactement comment utiliser aussi l'image pour vendre leurs produits, et qui crée une pollution mentale, et que j'espère que 300 ans après, quand on va se réveiller, on va se trouver avec une population mondiale complètement détruite mentalement et visuellement. On ne va pas dire « Oh là là, quelle erreur on a fait, on a laissé ces publicitaires d'envahir nos cités ». Une réflexion à faire, une réflexion à continuer à faire. Enfin, donc moi, j'utilise cet espace public pour justement, comme ici, l'été dernier, sur le quai de Seine, de montrer les portraits des ouvriers qui font construire le café, ou à Kew Garden à Londres, ou à la bourse de Paris, le Stock Exchange de Paris. J'expose, j'essaie de trouver des endroits, des endroits, comme je dis, qui peuvent avoir une influence et utiliser la photographie. Même ici, dans la vallée de Panjshir, parce que j'avais promis un jour aux Afghans que c'est les photos que je fais. Un jour, je vous montrerai. Récemment, je suis allé et j'ai fait une exposition permanente pour eux. Ou même à Doha, à Qatar, pour la première fois, j'arrive à imposer de faire une exposition quelque part de portraits de tous ces hommes et femmes qui travaillent dans ces Émirats, qui sont tous des étrangers, qui construisent ça, et montrer leur vie, leurs histoires sur le corniche, en plein mer. Donc, je continue même avec les grandes projections, avec la musique, emmener l'image de jouer le rôle qu'à mon avis, il faut qu'il joue. L'année dernière, en Corsica, d'autres expositions, d'autres moyens, d'autres endroits de faire ça. Ou même utiliser l'image comme une forme de purement militantisme. Ça, par exemple,
devant le White House parce qu'il y a quelques années, il y a eu une femme en Iran qui a été tuée dans la manifestation en 2009. Neda, il s'appelait. Et que c'était la première fois qu'on avait filmé quelqu'un, un manifestant qui était tué directement par un téléphone portable. Et là, j'ai utilisé ça, son nom et sa photo, et j'ai construit cette installation qui était de 500 personnes qui portent le même visage d'une personne qui est manifestante. Ou à Paris, la même chose, donc expliquer, montrer ça. Donc, tout ça m'a emmené à réfléchir, de dire, voilà ce que j'ai vu dans le monde, voilà ce que le monde, dans quelle direction il va, mais puisque je crois en l'humanité, puisque je crois dans la bonne direction, je sais que l'homme, il a un bon fondement, comment je peux faire moi-même tout seul, et que ces réflexions, que les deux destructions différentes qui se passent dans les zones de guerre et conflit, comment moi je peux intervenir par rapport à ça. Un jour, je vois que dans les news, il y a une fusillade dans une école aux États-Unis. Donc je lis l'histoire, comme vous le lisez beaucoup, se passe, et je vois que ils arrivent, le policier, ensuite les ambulanciers, et tout de suite après, 30 psychothérapeutes qui arrivent envoyés à l'école parce que ces enfants avaient entendu un coup de fusil et il fallait envoyer des psychothérapeutes pour qu'ils puissent parler avec eux, avec les profs, et on fait la même chose quand il y a une catastrophe, on envoie toujours les psychothérapeutes pour aller de ça, parce que c'est une nécessité. Et après, je me pose la question, j'ai dit, mais attendez, c'est génial ce qu'on fait aux États-Unis, en Europe. Dès qu'il y a un avion qui est tombé, tout de suite on envoie 50 psychothérapeutes pour aller parler à la famille, du traumatisme et tout ça. Mais les Afghans, les Angolais, les Cambodgiens, les Rwandais, c'est toute une nation que depuis 30 ans ils sont sous les balles. Comment on fait pour eux? Comment on peut arriver à passer de cet traumatisme qui est dans une école par un fusil et qu'on essaie d'arranger tout le monde, et que comment faire pour toute une population? Et c'est là où j'arrive finalement avec cette réflexion en disant que ce que je peux faire, c'est de créer une autre forme, une nouvelle forme de ONG qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. C'est une ONG qui va former des femmes, une grande partie, dans toutes ces zones de guerre et conflit, pour que, pas qu'elles deviennent ceux qui font les broderies et qui font des châles pour vendre dans le marché européen ou d'autres, qui est aussi un bon travail pour aider, mais je dis non. Les outils d'aujourd'hui, ça n'est plus des machines à coudre données à ces femmes dans ces villes. Elles ont la même intelligence que nous. Elles connaissent leur vie mieux que nous. Je vais leur former pour qu'elles deviennent des journalistes. Je vais leur former pour qu'elles deviennent des cinéastes. Je vais leur former pour qu'elles deviennent des journalistes, des cinéastes, des écrivains, des photographes. Et après, c'est finalement, c'est elles, ces femmes, qui vont devenir le psychothérapeute de leur nation, n'est-ce pas? Donc, je crée cette grande centre de formation en première à Kaboul, et après je continue dans plein d'autres endroits. Et le concept de Informal Visual Education, ça devient de plus en plus un concept fort et important dans ce que nous pourrons emmener et aider dans cette partie. Peut-être ça ne ressemble pas, mais c'est moi. Oui, ça arrive en 83. C'est le premier cours de formation que je lance dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan. Parce que c'est là où je me suis dit, quoi qu'il arrive, il y a plein de gens qui vont aider à emmener du riz, à emmener du blé, à faire ça. Mais moi, je vais les former pour qu'ils prennent dans la main cette vraie arme qui est l'arme de l'information et la communication. Jusqu'à quand
les photographes et les journalistes qui vont aller dans tous ces pays, il faut qu'ils s'appellent Michel et Thierry et Jean-Pierre. Il faut le moment où qu'ils s'appellent Mohsen et Ahmad et autres, n'est-ce pas? Ou des femmes. Et que donc je commence à former ces gens-là. Et je continue cette formation. Ensuite, Nations Unies me demande de devenir le directeur de l'opération de l'aide en Afghanistan. J'accepte le projet. Pendant 1 an, je prends mon, comment on dit, le bâton de pèlerin de village en village pour emmener de l'aide. Mais la première chose que je fais, j'ai dit, d'ailleurs c'était ici, quelque part d'ici à Genève, quand il m'avait invité pour accepter ce travail. J'ai dit, je ne veux pas donner une seule graine de blé gratuit. Je vais lancer des projets de formation, de construction Food for Work. Et je lance un des plus grands projets de Food for Work au nord d'Afghanistan, où seulement des hommes qui avaient des pelles, ils recevaient quelque chose, ou des femmes qui venaient travailler, qui avaient des métiers à coudre et tout ça. Mais ça, ce n'était pas suffisant. Donc, je lance cette nouvelle ONG à Kaboul en 2002. Et la première chose que je fais, forme des femmes, et je lance le premier magazine pour les femmes en Afghanistan. Imaginez, après Taliban. Et vous voyez comment il s'appelle le magazine en 2002? Ça vous dit quelque chose ce nom? En 2002. Je choisis ce nom parce que c'est un nom qui parle, et finalement, vous voyez, l'importance des noms. Et aujourd'hui, Malala, c'est le prix Nobel de la paix. Ça, cette magazine, je lance en 2002 pour les femmes en Afghanistan. Je lance un magazine pour les enfants, pour les familles. Et quand je disais que j'étais contre, je suis toujours contre la construction des écoles dans ces pays, et je dis, voyez, je vais emmener l'éducation dans les familles. Il y a des outils aujourd'hui que nous pourrons faire ça. Ça, cet outil, c'en est une. C'est une magazine que même sous Taliban, on distribuait gratuitement dans toutes les maisons. Et après, je crée une radio par les femmes qu'on a formées qui s'appelle La Voix de femmes afghanes. C'est une radio, voyez, que des femmes qui travaillent, des femmes afghanes, journalistes. Même ceux qui réparent les ordinateurs sont des femmes, tout ça. Le seul homme qui travaille dans cette radio à Kaboul, c'est celui qui sert le thé pour les femmes, voyez. Je renverse tout. Mais ça fonctionne. Ce programme de radio, ce magazine pour les enfants qui s'appelle L'Envol, ça emmène l'éducation dans les maisons. L'éducation pour les filles, parce que c'est ça qui est plus important, n'est-ce pas? Regardez, la distribution de ce magazine, pour la première fois, les gens ils ont accès à ce genre d'écriture. Nous formons plusieurs femmes à devenir les cinéastes et faire des films documentaires. Et voilà ce qui se passe dans le... elles font des films et se deviennent nominées Emmy Award. Les premières femmes photographes, le cinéma mobile en Afghanistan pour montrer les projets, les grands films éducatifs pour le compte des différentes organisations des Nations Unies. Donc comment l'image peut utiliser ça? On lance le premier soap opera afghan où une femme est juge dans le film. Un de nos photographes, il gagne le prix Pulitzer, un Afghan pour la première fois, qui est le prix Pulitzer. Et évidemment, au Caire, on voit arriver de Facebook et Twitter. Mais ce projet, je le mène aussi dans les banlieues européennes. Ça, c'est plein des jeunes maintenant de plus en plus qui sortent des écoles en Europe, aux États-Unis. Et je suis en train de lancer les mêmes programmes dans les banlieues européennes. Voilà à Toulouse, l'autre était dans une autre ville. Ça, c'est en Sicile, en Italie. Et en plus, leur travail est exposé dans les grandes villes pour montrer aux gens de cité, de créer cette liane entre les cités et les villes. Voilà, ça c'est le début d'une grande histoire, Exile Voices, sur les réfugiés, ce qu'on est en train de lancer. Je parlais des réfugiés et nous avons aujourd'hui 50 millions de réfugiés dans le monde. Seulement
des réfugiés. Si vous comptez plein d'autres gens, les exilés ou autres, c'est plus de 100 millions. Et je vais me concentrer les 5 prochaines années de créer une nouvelle ONG qui va former et aider les enfants dans ces camps de réfugiés. J'ai déjà eu des exemples. Ça, c'était des enfants réfugiés à Ouganda que j'ai formés. Une autre, des enfants réfugiés irakiens en Jordan que j'ai formés. Et récemment, j'ai commencé un travail dans un camp de réfugiés syriens au Kurdistan. Et c'est là où ce sont quelques images de ces réfugiés. C'est mon nouveau travail. Et j'ai envie que vous voyez un peu ce qui se passe. Quand je parlais des réfugiés, qui sont ces gens-là et que ce qui se passe. Ce sont les gens comme vous et moi. Vous voyez, comme vous et moi. Un jour, nous pouvons tous nous trouver dans cette situation, tout perdu. Tout perdu. Et ce n'est pas seulement les photos que j'ai fait. J'ai commencé donc ce projet de 5 ans sur le camp de réfugiés. Et le concept, c'est aussi de former dans chaque camp de réfugiés des enfants qui deviendraient les reporters de camp. Vous voyez un peu la différence qu'on peut faire dans ces camps de réfugiés, avoir des journalistes, des photographes, des vidéographes qui sont eux-mêmes les réfugiés, qui peuvent nous montrer leur vie. Et donc ça, ce sont les premiers groupes des enfants que je travaille. Et voilà la classe. C'est magnifique. Moi, j'adore cette classroom dans ce camp. D'ailleurs, un de ces enfants, le deuxième jour, pour que je vous explique comment c'est important. Ce n'est pas la photographie qu'ils apprennent. Je ne leur apprends pas qu'ils deviennent photographes. Je leur dis, écoutez, je vous montre un outil, vous allez travailler et vous avez montré votre vie, comment vous vivez aux gens, au monde. Et c'est ça qui est important. Ils ne connaissent pas la photographie, mais ils savent ce que c'est, parce qu'ils ont une souffrance, ces enfants. Ils ont tout perdu. Et donc, la fille rouge en deuxième, là que vous voyez, mais Maya Rostam, le premier jour que je donne un appareil, elle part en courant. Et mon assistant, il dit, mais monsieur, on n'a même pas eu son nom. On a perdu, on ne sait pas ce qui va passer. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Regardez son regard, elle va venir. Le lendemain matin, à 9h, on commence le cours. Maya n'est pas là. À 9h30, mon assistant, il commence à me dire, ouais, je vous avais dit, il ne fallait pas donner un appareil comme ça. Et, on a perdu l'appareil. Je dis, non, on va venir. À 10h, elle arrive, un peu timide. Je l'appelle, je dis, Maya, pourquoi tu es en retard? Et elle dit, monsieur, voilà, elle me montre la photo qu'elle venait de faire pour me montrer, comme elle avait dit, j'ai envie de montrer ma vie, comment nous vivons. Et il me montre une photo. J'ai dit, voilà, monsieur, pourquoi je suis en retard? J'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une telle sanglot de pleurs devant une image, devant une histoire. Elle dit, voilà, monsieur, pourquoi je suis en retard? Mes chaussures étaient gelées et j'ai dû attendre le dégel de mes photos, de mes chaussures. C'est pour ça que je suis en retard. Voilà ce qu'ils sont en train d'apprendre. Voilà le projet que je suis en train de lancer dans le camp de réfugiés pour que ces enfants, ils nous montrent la réalité de leur monde, parce que l'image, c'est un langage universel et que je suis persuadé que ça pourra aider cette connexion humaine à travers toutes ces différentes personnes qui sont en train de devenir le contour de leurs histoires. Donc, pour moi, certes, art is the solution. La solution, c'est l'art pour beaucoup de problèmes que nous avons. Mais plus que art, c'est vraiment the heart is the solution. Vous voyez? Donc, allons vers ce qu'on a appelé toujours, hier, notre ami parlait de empathie et créativité. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Thank you very much, Mr. Reza Degati.